Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Le 6 décembre 1860, un train en provenance de Mulhouse entre en gare de l'Est à Paris à 3h15 du matin. Les voyageurs s'empressent de sortir de leur compartiment, s'emmitouflant dans leurs manteaux et leurs écharpes tant il fait froid. Un seul wagon reste fermé. Un employé ouvre la portière. Quel n'est pas son étonnement en apercevant un homme étendu à terre entre les banquettes. Il invite ce voyageur à sortir, mais il ne répond pas. À la lueur incertaine de la lampe du wagon, l'employé ne peut que difficilement distinguer les choses. Il tend la main et la retire, couverte de sang. Il avertit le chef de gare, le commissaire de police, et on acquiert la certitude que l'homme étendu dans le compartiment de première classe n'est plus qu'un cadavre qui baigne dans une mare de sang. Pour savoir qui est cet homme, on fouille ses vêtements. On n'y trouve aucun papier, aucun indice qui puisse mettre sur la trace de son identité. Cependant, les autres voyageurs sont partis, emportant avec eux leurs bagages. Un seul n'a pas été réclamé. C'est un panier sur lequel on lit « Monsieur Poinceau, président à la Cour impériale de Paris », c'est-à-dire pas n'importe qui. Le procureur général, le procureur impérial et le préfet de police sont informés aussitôt. Ils se transportent immédiatement à la gare de l'Est et recueillent tous les renseignements nécessaires pour saisir et livrer à la justice l'infâme assassin de monsieur le président Poinceau. Car aucun doute n'est possible. L'éminent magistrat a été assassiné. Et nous sommes bien au début d'une sale affaire. Voici les renseignements que le journal Le Droit croit devoir livrer à la connaissance du public dès le lendemain. Monsieur Poinceau possédait à Chaours, chef-lieu de canton à 7 lieues de la ville de Troyes, un petit domaine recueilli dans la succession de son père. Monsieur Poinceau trouvait un singulier plaisir à consacrer les loisirs que lui laissait sa fonction de magistrat à visiter, réparer et embellir cette propriété. Pour être à son poste à la 4e chambre de la cour le 6 décembre, il prend le 5 un fiacre qui le conduit à la gare. À 10h30 du soir, il prend à son passage à Troyes le chemin de fer de Mulhouse à Paris. Il prend un billet de première classe et paraît avoir choisi le train mixte de 10h30 parce que dans ces sortes de trains qui transportent marchandises et voyageurs, les wagons de première classe reçoivent peu de voyageurs. On a donc une chance d'y passer la nuit plus à l'aise. Pour ne pas être dérangé et pour être autant que possible seul dans son compartiment, M. Poinceau se place dans la première caisse du premier wagon des diligences, c'est-à-dire dans celui qui, se trouvant le plus éloigné de l'entrée des voyageurs, doit être le moins occupé. Il s'assoit dans le coin gauche en tournant le dos à la locomotive. Est-il seul dans son compartiment au départ de Troyes ? Des voyageurs descendent-ils ? Montent-ils ? Est-ce qu'à un arrêt du chemin de fer, un homme placé dans le wagon de 2e ou 3e classe, voyant un voyageur seul et endormi dans un wagon de première, y pénètre avec la pensée de commettre un crime ? Jusqu'à présent, aucune réponse ne peut être apportée à ces questions. Les coussins du compartiment où le cadavre de M. Poinceau a été trouvé ne portent que peu de traces de sang. On peut en conclure que la victime, frappée dans son sommeil dans le coin gauche du compartiment, a été saisie et précipitée à terre. On trouve sur le corps la trace d'un coup de feu dans la direction du cœur. La balle a traversé le paletot, l'habit, le gilet, la chemise et le gilet de flanelle, mais elle n'a pas pénétré. À la hauteur du cœur, on voit une large contusion noirâtre. La balle, au surplus, est retrouvée dans les vêtements. Elle est conique et les traces qu'on y voit indiquent que l'arme était chargée à balle forcée. Certains indices font supposer que le canon de l'arme a été placé sur la poitrine de M. Poinceau et que le manque d'air et d'espace a empêché le projectile de pénétrer dans la poitrine.
Au-dessus de l'œil droit, on voit une plaie profonde et ronde. Un second coup de pistolet a été tiré et la balle a pénétré cette fois dans la tête, un peu au-dessus de l'oreille gauche. Il a reçu un troisième coup de feu et la balle a pénétré. Ce n'était pas assez pour l'assassin. Craignant sans doute que ce cadavre ne vînt se dresser devant lui, il a, avec un instrument contondant, soit un marteau, soit un casse-tête, brisé toutes les parties du crâne du président Poinçot. L'os frontal, le dessus, le côté, le derrière de la tête ont été brisés avec une fureur de destruction dont rien ne peut donner l'idée. Les débris de la cervelle du malheureux président n'existent plus dans le crâne. On les a retrouvés sur la figure, les vêtements et dans le sang. Ce qui rend cette abominable férocité inexplicable, c'est que la lutte entre M. Poinçot et son assassin n'a pas dû être longue, voire inexistante. Frappé dans son sommeil par une main sûre et exercée, le président a succombé à la première attaque. Ce qu'il démontre, c'est le calme et la placidité des traits. Pas la moindre trace de stupeur et de contraction sur le visage, aucun désordre dans les vêtements. Il paraît donc certain que le président a été assommé du premier coup. Le voyageur qui se trouvait dans le compartiment voisin de celui de M. Poinçot n'a entendu aucun coup de feu. Il croit, sans pouvoir l'affirmer d'une manière certaine, avoir entendu un cri, un seul. Quel est le mobile de cet épouvantable crime ? Le vol, sans doute. On a volé à M. Poinçot sa montre et un porte-monnaie en cuir à fermoir d'acier contenant 150 à 200 francs. Ce qui a dû tenter le voleur assassin, c'est un sac en cuir que le président portait suspendu à son cou. Ce sac, assez vaste, qui paraissait bien rempli, a dû donner à penser qu'il pouvait contenir des valeurs précieuses. Le voleur l'a emporté et y aura trouvé les plans de la maison de Chaours, des devis, des mémoires acquittés et un manuel du parfait jardinier. Voilà tout ce que contenait le sac. Le voleur, au surplus, n'a rien dédaigné, car il a emporté une couverture à poils longs et à carreaux noirs et blancs que M. Poinçot plaçait sur ses genoux pour se tenir chaud. C'est M. Claude, chef de la sûreté, qui enquête. L'instruction est confiée au juge Lacaille qui, le jour même de la découverte du crime, entend de nombreux témoins. Un si grand crime ne doit pas rester impuni, et tous ceux qui peuvent fournir à la justice d'utiles renseignements doivent, dans cette circonstance et plus que jamais, se hâter. Il est indispensable que la conscience publique reçoive promptement la satisfaction qui lui est due. Il ne faudrait pas que le public se méfie du train. On est en plein premier âge d'or du chemin de fer. Durant la décennie précédente, le réseau national s'est construit avec efficacité et enthousiasme, et il continue. Les résultats sont époustouflants. La fameuse Crampton de Napoléon III pointe à 120 km/h, alors que sur les routes, une diligence va à 10 km/h quand tout va bien. Les compagnies et l'État investissent. Les voyageurs ne doivent pas perdre confiance. Si l'on considère l'éminente personnalité de la victime, tout concourt à ce que l'enquête soit menée tambour battant, et plus vite que ça. L'inspection minutieuse du compartiment permet de découvrir un cache-nez et une tabatière qui ne peuvent appartenir qu'à l'assassin et qui pourront le faire découvrir. On trouve aussi de petits fragments de carton. Rapprochés les uns des autres, ils composent le billet de première classe pris par M. Poinçot à Troyes. Pourquoi et dans quel but l'assassin a-t-il lacéré ce billet ? Pourquoi en a-t-il laissé les débris dans le wagon où gisait sa victime ? On ne trouve aucune explication admissible à ce fait. C'est le docteur Tardieu qui procède à l'autopsie du corps. Elle confirme les premières constatations. De plus, la cravate de soie noire que portait la victime, détachée, laisse voir des traces évidentes d'une violente compression. M. Poinçot, renversé, expirant entre les deux banquettes, a été saisi au cou par son assassin. Et c'est ainsi que, maintenu par une violente pression, il a été facile à ce misérable de compléter son œuvre de destruction.
L'homme de l'art pense que les 12 traces de violentes contusions trouvées sur la tête de la victime sont dues à la crosse du revolver dont s'est servi l'assassin. Voyant le malheureux président se débattre dans les dernières angoisses de la mort, il a frappé à coups redoublés pour terminer au plus tôt la lutte. De son côté, Monsieur Claude fait rapporter tous les billets délivrés aux diverses stations du train funeste afin de les comparer au registre des receveurs et de s'assurer qu'il y a concordance dans le nombre. À l'époque, en effet, les voyageurs donnaient une contremarque au contrôleur en descendant du train. Si, comme on est porté à le penser, l'assassin s'est échappé pendant la marche du train, son billet manquera et l'on saura facilement à quelle station il l'a pris. Les investigations se poursuivent sur toute la ligne parcourue depuis Troyes. Le meurtrier a dû sauter du wagon sur la voie pour ne laisser aucune trace de son passage ni aucun indice. Il s'est à ce point précipité qu'il a oublié son cache-nez et sa tabatière. Mais comment sauter d'un train express qui file à toute vapeur sans risquer de se rompre le cou ? Par le corps encore chaud de la victime, Monsieur Claude estime que le meurtre a dû avoir lieu près de Paris. C'est près de Noisy que le train ralentit sa marche, et c'est donc là que le meurtrier a dû sauter sans risquer de se casser les reins. On a bientôt plusieurs témoins. Des voyageurs des 3e classes et une femme qui garde la barrière d'un passage à niveau. Après Nogent-sur-Marne, cette nuit-là, alors que le train ralentit pour s'arrêter à la station de Noisy-le-Sec, il voit un homme sauter d'un wagon sur le quai. L'homme tombe, se relève presque aussitôt et quoique gêné dans sa marche par la chute qu'il vient de faire, il va assez vite et franchit assez lestement le grillage qui sert de clôture au chemin de fer. Tous les observateurs pensent que, n'ayant pas pris de billet, l'homme veut éviter un contrôle à la gare de Noisy. Parce qu'on a beau être au tout début du chemin de fer, il y a déjà des resquilleurs. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que cet homme, qui évidemment est l'assassin de Monsieur le Président Poinçot, prend le soin de refermer, en partie du moins, la portière du compartiment qu'il vient de quitter. Le crochet du bas n'est pas mis, mais la poignée du haut n'est pas complètement tournée. Assez cependant pour empêcher les regards de pénétrer dans le wagon et d'y voir le cadavre qui gît à terre. C'est ainsi que les employés de la gare de Noisy ne remarquent rien et que c'est à Paris seulement que le crime peut être constaté. Tout en sautant du train à peu de distance de la station, le meurtrier a fait en sorte d'échapper à la surveillance des agents de cette station et du même convoi. Sachant que tous ceux qu'il devait éviter devaient se trouver sur le quai d'arrivée du convoi, il a eu soin d'ouvrir la portière du côté opposé. Il a pu ainsi sauter sans être vu d'aucun employé. Un autre voyageur de 3e classe vient témoigner. Lui aussi a vu l'homme sauter du train en marche. À la gare de Noisy, il a dit à un cantonnier qu'un homme venait de sauter du convoi, qu'il était tombé à plat ventre et la figure contre terre, et qu'il avait pris la fuite dans la direction opposée à celle que suivait le convoi. Ce cantonnier a fait immédiatement des recherches, mais il n'a trouvé personne. Il s'est borné à rendre compte du fait au chef de station. Ces nouveaux renseignements donnent lieu à de nouvelles vérifications. Et près de la cabane du cantonnier, on trouve des empreintes de pieds. Elles se dirigent jusque la campagne et on suppose que l'assassin a voulu rejoindre la gare de Chelles et de là prendre le train pour Strasbourg ou Paris. Il est sans doute loin désormais. Ce crime abominable en chemin de fer n'est malheureusement pas le premier. Le 16 septembre 1860, c'est-à-dire moins de 2 mois plus tôt, dans le train partant de Belfort à 8h15 du soir, un étranger monte en première classe. Il se rend à Mulhouse. À son cou se trouve suspendu un petit sac en cuir contenant environ 600 francs en pièces d'or françaises, des titres de monnaie russe pour une valeur de 3000 francs environ, des papiers et des titres lui appartenant. On retrouve son corps sur la voie entre Zelisheim et Ilfort.
Transporté à Zillesheim, il reçoit des soins d'un médecin. Mais ce n'est qu'au bout de 12 heures qu'il peut reprendre l'usage de ses sens. Il dit alors s'appeler Epi. Il est russe et docteur en médecine. Il occupe le grade de major dans l'armée. Il déclare qu'il s'est d'abord trouvé seul dans son compartiment. Mais pendant le trajet, un homme est monté et s'est assis près de lui. Pendant son sommeil, il a été saisi, renversé, dépouillé du sac en cuir dont il vient d'être question et précipité sur la voie. Les enquêteurs insistent pour avoir des détails sur le signalement de son audacieux agresseur, sur la lutte qu'il a dû soutenir avec lui. Mais impossible d'obtenir des renseignements de nature à mettre la justice sur la trace du coupable. Difficile dans ce cas aux agents de la sûreté de donner la chasse au mystérieux agresseur. Il y a tant de points communs entre le crime contre le médecin russe et celui contre Poinçot que M. Claude acquiert la certitude que le meurtrier est le même. Le vol semble être le mobile dans les deux cas, mais on lit dans quelques journaux qu'une vengeance personnelle serait à l'œuvre dans le cas du président Poinçot. Le journal Le Droit s'inscrit en faux contre cette version. Ceux qui produisent ces calomnies ignorent complètement les résultats acquis par l'instruction. Chacun n'en croit pas moins devoir affirmer que l'assassinat a eu pour cause celle qui lui plaît d'imaginer. Bref, nous sommes en 1860 et les journalistes se crêpent déjà le chignon pour savoir qui a raison. Et pour vendre du papier, bien sûr. Pour en savoir plus, jetons un œil sur les mémoires de M. Claude. Ils ont beau être posthumes et apocryphes, ils doivent côtoyer de près la réalité, non ? Alors, que pense le chef de la sûreté de la mort de ce haut magistrat, du moins dans un premier temps ? Il n'écarte pas la possibilité que le président Poinçot connaissait son meurtrier et que tous deux ont dû avoir un entretien mystérieux pendant la nuit. Mais quelle conversation pouvait avoir un misérable assassin et un haut magistrat ? Là est le mystère selon le chef de la sûreté. Comment M. Poinçot, à qui on ne connaît pas d'ennemi, peut-il avoir été victime d'une sanglante inimitié et d'une odieuse vengeance ? Ah, mais on dirait que M. Claude en tient pour la vengeance. Pourtant, selon lui, Poinçot était le plus aimé et le plus estimé de tous les magistrats. Nul ne plaçait plus haut le sentiment des devoirs et de la responsabilité attachés à la redoutable fonction de juger les autres. On ne lui connaissait pas d'ennemis. Très bien vu aux Tuileries, c'est-à-dire de l'empereur, il ne devait le bon accueil qu'il recevait de la cour qu'à la droiture de son caractère. Et M. Claude de dérouler la carrière du saint magistrat. Qui, en effet, pouvait en vouloir à un tel homme ? Après 166 ans, difficile d'interroger les témoins sur la véritable personnalité de la victime. Vous en conviendrez, chères auditrices et auditeurs. À force de recherche, j'ai quand même découvert un document inédit qui constitue des révélations fracassantes dans l'affaire de l'assassinat du juge Poinçot. Il s'agit d'une lettre de Prosper Mérimée adressée au comte Léon de Laborde à la fin février 1861, près de 3 mois après les faits. L'écrivain interroge son correspondant. Est-il vrai que M. Poinçot s'est procuré un fils naturel dont il aurait violé ou séduit la femme et que ce fils, sous prétexte de se venger, aurait escoffié l'auteur de ses jours ? Mérimée pense que la justice, craignant qu'on ne soupçonne les mœurs déjà si décriées du magistrat, aurait calomnié le suspect principal qui n'aurait eu d'autre tort que de jeter un Russe par la portière d'un wagon, avec cette circonstance atténuante que le Russe aurait été trouvé culotte à bas sur la voie. La supposition de l'écrivain est bien plus croustillante que celle suggérée par le chef de la sûreté et les journaux. Violer sa belle-fille, voilà qui affiche mal pour un juge. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas encore de petit journal ou de petit parisien pour colporter les ragots les plus intéressants.
Mais faute d'autres sources, je ne peux aller plus loin dans l'exploration de la personnalité trouble de la victime. Pour ne rien dire de celle du russe Épi, dont les journaux se sont bien gardés de dire qu'il avait les fesses à l'air quand on l'a retrouvé sur le ballast. Bon, ce qui ressort de cette lettre de Mérimée, c'est que le haut magistrat n'était pas un saint, mais que la justice aurait désigné un faux coupable pour éviter le scandale. Ça devient intéressant. Monsieur Claude fait donc fouiller les quartiers les plus excentriques et les bouges les plus suspects de la capitale, pour découvrir des renseignements sur la vie du plus intègre des magistrats. On avouera que c'est paradoxal. Lui-même se rend à Chaours. Là, il apprend par le domestique du président que le samedi soir, celui-ci a reçu la visite d'un individu qui lui décrit. Le domestique sait que cet individu a ensuite pris le train avec son maître. Et il soupçonne que le sujet de leur conversation était assez grave. Pas de doute pour M. Claude, ce visiteur est le meurtrier. Mais d'où venait-il ? D'Alsace, probablement, car le cache-nez abandonné dans le wagon par le meurtrier ne se porte pas à Paris, c'est certain, et on y trouve la marque d'une boutique de Mulhouse. Et il n'appartient pas à un homme de haute condition, la tabatière non plus. Ce sont deux indices précieux pour le commissaire. Mais pour qu'un vulgaire assassin soit reçu de l'irréprochable président Poinçot et pour qu'ils fassent le trajet ensemble, il fallait un sérieux prétexte. Et pour un si haut magistrat, un sérieux prétexte est sans doute un prétexte politique. Les neurones de M. Claude s'activent. Il se remémore une petite phrase entendue aux obsèques de la victime. Car, bien sûr, le chef de la sûreté s'est rendu aux funérailles, histoire de laisser traîner ses oreilles indiscrètes. Il se place alors dans le rang des adversaires de M. Poinçot, car il sait d'expérience que ce ne sont pas les amis d'un défunt qui dévoilent les secrets de sa vie. M. Claude a pourtant écrit noir sur blanc, 3 paragraphes plus haut, qu'on ne connaissait aucun ennemi à l'irréprochable magistrat. Mais bon. Il entend alors certaines paroles acerbes dont une s'imprime dans son cerveau. Voilà ce qu'il en coûte d'être trop bien avec le château. Le château, avec un C majuscule, désigne sous le Second Empire le palais des Tuileries, résidence officielle de l'empereur Napoléon III, de l'impératrice Eugénie et de la cour impériale. Employer le mot « château » est le moyen transparent mais codé de désigner l'empereur et son entourage direct sans prononcer leur nom. Voilà donc l'intègre président Poinçot soupçonné de concussion, malversation, exaction, prévarication et autres mots inventés pour désigner les abus indignes d'une charge de fonctionnaire. Monsieur Claude interroge les plus proches parents de la victime. C'est ainsi qu'il apprend que le président Poinçot détenait à Chaours des documents relatifs au château. Il se fait donc ouvrir le coffre-fort du magistrat. Mais il n'y trouve pas ce qu'il cherche, car ce qu'il cherche se trouvait dans le sac en cuir volé par le meurtrier. Ce voleur n'est donc pas qu'un vulgaire assassin qui cherche à dépouiller un bourgeois de son bien. Mais de lui, M. Claude n'a que le signalement fourni par le domestique du président. Il consulte quand même les archives judiciaires. Il se rappelle que 3 mois plus tôt, un déserteur du 3e dragon du train des équipages militaires répondait en tout point à ce signalement. Quelle mémoire, monsieur Claude! Ce déserteur se nomme Charles Jude. C'est lui qui, le 18 septembre 1860, a attaqué le médecin russe dans le train. Il est arrêté pour ce crime en novembre dans son pays natal à Ferrette, dans le Haut-Rhin. On trouve alors en sa possession la montre du major et son bulletin de bagages. Les gendarmes le déposent, menottes aux mains, dans la chambre de sûreté de la caserne. Dans la nuit,
2 hommes entrent dans sa cellule pour vérifier s'il n'a pas cherché à se suicider, comme il l'a annoncé. Jude est caché derrière la porte. Il bondit, enferme les gendarmes, renverse un gardien et s'enfuit. Il n'a pas été repris depuis. Bravo, messieurs les gendarmes. À Ferrette, on entretient aujourd'hui encore le souvenir de cette geôle où le très fameux Jude passa moins d'une nuit. Cependant, les magistrats instructeurs parviennent à se procurer un portrait du suspect qu'ils envoient bien sûr à toutes les forces de police, car Jude est devenu l'ennemi public numéro 1. Difficile d'étendre cette diffusion car les quotidiens ne sont pas encore illustrés en 1860. Pourtant, selon le Figaro, il y aurait un moyen de faciliter les recherches. Le juge d'instruction n'a qu'à faire graver le portrait sur bois et envoyer le cliché à tous les journaux illustrés. Cette mesure n'entre pas encore dans les usages judiciaires. Certes, il est alors interdit de publier les portraits des condamnés célèbres pour ne pas faire de publicité au crime, ne pas lui décerner une scandaleuse auréole. Mais la publicité avant l'arrestation n'a rien dont un assassin puisse se féliciter. C'est une arme de plus contre lui et une arme entre les mains de tout le monde. Les chances qu'il aurait d'être reconnu, dénoncé et empoigné seraient terriblement multipliées. Le journal L'Illustration est tiré à 25 000 exemplaires. Le Monde illustré à 31 000 et le Journal pour tous à 80 000. Qu'on multiplie ces chiffres par 20, car un exemplaire est lu en moyenne par 20 personnes, et ce sont des millions de personnes susceptibles de reconnaître le fuyard. L'idée du Figaro ne sera pas appliquée. Pas encore. Pour info, il existe un portrait de Jude plus que douteux. Je le reproduis sur la page bonus du site, mais comme il porte mention manuscrite que ce Charles Jude a été exécuté à Mulhouse en 1869, ce ne peut pas être lui. Les enquêteurs sont donc sur la piste d'un dénommé Charles Jude, âgé de 27 ans, taille 1,68 m, cheveux et sourcils bruns, front haut, visage long et maigre, cicatrice au-dessus de l'œil gauche, plusieurs dents cassées, barbe brun rougeâtre. Il est inculpé de l'assassinat commis le 6 décembre sur Monsieur le Président Poinçot, en plus de celui du major russe. Un mandat d'amener est délivré contre lui par Monsieur Lacaille, juge d'instruction. C'est un malfaiteur de la plus dangereuse espèce, qui a déjà acquis une célébrité égale à celle des scélérats les plus renommés. Car en plus de ces 2 attentats, il est aussi déjà sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de travaux forcés. Elle date de 1859, quand Jude a été condamné à Oran, en Algérie, alors française, pour vol qualifié. Monsieur Claude, chef de la sûreté, est chargé par le préfet de mettre en campagne tous ses agents. Et alors, il n'est pas un jour sans qu'on découvre ce criminel le matin pour démentir le soir son arrestation. Un jour, on trouve à Bar-le-Duc un voyageur dont le signalement est conforme au procès-verbal. Un autre jour, c'est à Rixheim, à Mulhouse ou à Troyes. On l'arrête en Alsace, en Suisse, en Belgique, à Limoges, à Venise, à Jemappes en Algérie. Il est aussi au couvent de la Grande Chartreuse. Mais ces prétendus Judes ne tardent pas à être relâchés. Le public finit par faire de Jude un fantôme gouaillant la police et pour elle un objet de moquerie. Jude, écrit Monsieur Claude, est la verge de bois vert avec laquelle on flagelle l'Empire jusque dans la personne de ses plus humbles serviteurs. Fatigué de l'insuccès de ses agents, le chef de la sûreté se résout à se rendre en Alsace, espérant trouver dans le pays natal de Jude des indices plus satisfaisants qu'à Paris. Il s'assure l'aide d'un agent, ancien sous-officier alsacien d'une bravoure à toute épreuve. Dans ses mémoires, Monsieur Claude décrit par le menu son arrivée à Mulhouse, les déboires entre l'Empire et la Prusse et entre catholiques et protestants.
Vous m'excuserez, je l'espère, de ne pas entrer dans les détails de la politique territoriale de l'époque et des tensions qui conduiront 10 ans plus tard à la guerre qu'on appelle de 1870, qui signera la chute définitive de l'Empire. Sachez que les soupçons du chef de la sûreté se confirment. Jude est autre chose qu'un vulgaire assassin. C'est un espion de la chancellerie prussienne. Jugez un peu. L'agent que Claude a pris avec lui est assassiné dans un vert ballon vosgien et lui-même est fait prisonnier au fond d'une caverne. Il est alors entouré d'officiers prussiens qui lui assurent que l'Alsace redeviendra allemande, qu'il ne doit pas se rendre à Ferrette, mais retourner à Paris. Jude se trouve désormais à l'étranger. Il n'est pas nécessaire de lui courir après. L'empereur des Français ne lui en tiendrait aucun compte. Poinçot est mort d'avoir voulu entrer dans des secrets d'État. Si Monsieur Claude veut être plus heureux que lui, il n'a qu'à rentrer à Paris. Sur ce, les officiers quittent la grotte en laissant le chef de la sûreté seul et abasourdi. Est-ce un cauchemar ? Sans doute non, car il ne parvient pas à trouver trace de son infortuné agent. Il rentre bredouille à Paris. Il raconte alors au préfet son terrible voyage. Celui-ci se trouve très embarrassé par la confidence et le prie de n'en parler à personne d'autre et de taire sa sanglante et mystérieuse rencontre. Évidemment, nulle trace dans la presse de cette épopée romanesque. Non, on y discute plutôt sécurité. Car cet assassinat donne rapidement lieu à une sorte de psychose. Dans le journal Le Siècle du 12 décembre 1860, le journaliste Louis Jourdan signe un article intitulé « En wagon ». Il explique qu'il serait impossible de ne pas tenir compte de l'émotion douloureuse causée dans le public parmi toutes les classes de la population à la suite du crime odieux qui a privé la magistrature d'un de ses chefs les plus respectés. L'imagination va vite, et il ne faut pas songer à raisonner avec la peur, surtout quand elle a pour cause une si horrible réalité. De toutes parts, on exprime la crainte que la publicité donnée aux détails relatifs à l'assassinat de M. Poinçot n'inspire aux malfaiteurs la funeste idée d'organiser sur une grande échelle le meurtre et le vol en chemin de fer. Mais le journaliste croit que les circonstances exceptionnelles qui ont déterminé et favorisé l'assassinat de M. Poinçon ne sont pas de nature à se renouveler fréquemment. On se demande bien ce qu'il en sait. Il n'en est pas moins urgent, poursuit-il, de rassurer le public par des mesures promptes qui effraient les méchants. Dans les trains de l'époque, faute de couloirs, il est impossible de communiquer d'un compartiment à l'autre ou avec le personnel. Les voyageurs sont enfermés dans leur compartiment, seuls, sans la possibilité de recevoir de l'aide. Si le type, assis à leur droite, celui avec un drôle de cache-nez qui lui dissimule le visage, sort un long couteau de boucher de dessous sa veste. Les uns voudraient que chaque train ait un surveillant spécial chargé de faire des rondes. D'autres demandent que chaque wagon de première et de seconde classe ait une sonnette correspondant au compartiment où se tiennent le chef de train et ses agents. La sonnette agitée donnerait le numéro du wagon d'où serait parti le signal. On note que ces braves gens ne s'inquiètent pas de la sécurité du peuple qui voyage en 3e classe. Essayez de démontrer au public que ces frayeurs ne sont pas fondées, qu'un malheur de la nature de celui que tout le monde déplore ne peut aisément se reproduire. Essayer une pareille démonstration serait folie. Il faut prendre des mesures protectrices qui rassurent les voyageurs contre des tentatives criminelles dans le genre de celle qui vient d'affliger si justement la magistrature française et le pays tout entier. En vérité, ce crime est le premier commis en chemin de fer qui ait défrayé la chronique. L'article de Louis Jourdan donne lieu à une volée de bois vert,
notamment dans le Figaro et dans le Tintamarre, très ironique. Dans les trains, on rivalise à présent d'imagination pour se sentir en sécurité, car chacun se sent menacé dans sa condition mortelle de touriste. Pour les employés de chemin de fer, ce drame est devenu une comédie. On voit des millionnaires officiels monter en 3e classe pour ne pas être reconnus pour ce qu'ils sont et dévalisés, voire égorgés. D'autres voyagent de compagnie avec leurs valets de chambre, leurs cochers, leurs cuisinières. Ceux que la fortune n'a pas dotés de ces accessoires demeurent livrés à des perplexités terribles. On s'espionne, on se jauge, on se méfie. Cet homme-là, assis près de moi dans le wagon, va-t-il me dépouiller de mon sac, de ma valise, de mon panier ? L'angoisse monte. Vite, monsieur Claude, capturez-nous ce redoutable assassin. Mais, comme vous le savez, le chef de la sûreté ne poursuit plus l'assassin. Cependant, son procès s'ouvre le 15 octobre 1861 devant la cour d'assises de la Seine, par contumace bien sûr. L'acte d'accusation fait état des motifs qui ont eu cours sur les raisons du crime. On a parlé de vengeance particulière et on a dit que le président avait peut-être été tué par un homme dont il aurait, dans le cours de sa carrière, frappé les intérêts ou puni trop sévèrement la conduite. Ces hypothèses n'ont rien de sérieux. Monsieur Poinçot était un magistrat ferme, sans doute, mais intègre et respecté. Il jouissait d'une grande considération, conquise par le travail et par de longs services. Il n'avait pas d'ennemis. Les investigations de la justice ont établi que le vol a été la seule cause du crime. Voilà ce que l'acte d'accusation grave dans le marbre. Le suspect se nomme Charles Jude, se faisant appeler parfois Montaldi et parfois Matricon. Charles Jude est né à Bourgogne, dans le territoire de Belfort, en 1834. Dès sa jeunesse, il a manifesté les plus mauvaises dispositions. À 20 ans, il a déjà subi 2 condamnations, dont une à 6 mois d'emprisonnement pour vol, prononcée par le tribunal correctionnel d'Altkirch. Il est ensuite incorporé au 3e escadron des équipages en garnison à Oran. Au moment du départ de la campagne pour rejoindre l'armée française en Italie, Jude est détenu à Oran sous prévention de vol d'effets militaires. Il est condamné à 20 ans de fer, mais parvient à s'échapper. Il s'empare du passeport et des papiers d'un nommé Matricon. En juin 1860, il s'embarque pour revenir en France. Il fait sur le bateau à vapeur qui le transporte connaissance avec un Polonais qui l'accompagne jusqu'à Lyon. Là, il le dépouille des billets de banque qu'il possède et arrive à Paris où il voit ses frères. De Paris, il se rend à Ferrette auprès de sa mère, à qui il fait cadeau de son portrait photographié. Il est alors recherché comme déserteur et comme condamné, mais il parvient à échapper aux recherches dont il est l'objet. On sait qu'il attaque en septembre 1860 le docteur Epi dans le Paris-Mulhouse, avant de recommencer en décembre sur le président Poinçot. À l'issue de ce procès, Charles Jude est condamné à mort. La prochaine fois qu'on le verra, on le guillotinera sur le champ. Il vient d'entrer dans la légende criminelle de la locomotion par la vapeur. La légende, oui, tel est le mot, car on n'a pas fini d'écrire tout et n'importe quoi sur son compte. En 1861, juste après le procès donc, paraît une brochure intitulée « Comme quoi Jude n'a jamais existé ». Elle est signée Henri Moss, pseudonyme d'un certain Alexandre Havard. Il reprend les faits en soulignant les contradictions et les mystères de cette sale affaire sur laquelle il espère jeter un peu de lumière. Il s'inscrit en faux contre ceux qui se prétendent mieux instruits que les autres et proclament partout que l'assassin du président Poinçot se nomme Jude, un homme affreux au physique comme au moral, précédemment détenu pour un crime analogue et miraculeusement évadé de prison. Notre Jude donc. Égaré par ses renseignements et harcelé par l'opinion publique, la justice s'est jetée à la poursuite de ce misérable armé de son portrait. L'auteur entend démontrer qu'un malfaiteur ordinaire,
Un simple assassin, un criminel vulgaire, s'il n'a pas à sa disposition des moyens providentiels et magiques, n'a pu échapper à la justice une première fois, puis commettre un second crime dans des conditions analogues. Qui alors ? L'auteur de ce pamphlet accuse le gouvernement d'avoir inventé Jude pour détourner l'attention publique. Et vous savez quoi ? Les 2349 exemplaires dudit pamphlet sont aussitôt saisis en vertu d'une commission rogatoire. Bizarre, non ? Et ce n'est pas tout. Selon le journal Le Monde Illustré, un commissaire aux délégations judiciaires nommé Eugène Demarquet fut ensuite chargé de faire une enquête spéciale sur Charles Jude. Il a consigné ses observations dans une plaquette publiée en 1869, absolument introuvable, nom d'un chien. En janvier 1869, donc toujours sous le Second Empire, le journal La Lanterne estime que le dénommé Jude n'existe probablement pas, ayant été fabriqué par la magistrature française pour les besoins d'une cause difficile. Le journal ne va pas jusqu'à préciser laquelle, mais le mythe à qui on a donné le nom de Jude a été condamné à mort par des magistrats qui savaient à quoi s'en tenir tant sur l'assassiné que sur l'assassin. Mais en 1869, M. Claude est toujours chef de la sûreté et ses mémoires n'ont pas encore été publiées. Alors, comment le journal La Lanterne sait-il ça ? Mystère. Dans les mois et même les années qui suivent, Jude en bon fantôme revient hanter les colonnes des journaux. On l'a vu à la terrasse d'un café lyonnais, à Constantine, en Corse. Pourtant, il demeure insaisissable. Alors peut-être n'existe-t-il vraiment pas ? Pourtant, 25 ans après le meurtre du président Poinçot, le revoilà. Non pas en chair et en os, ni même en prison, mais dans les journaux, encore et toujours. Car Barème, le préfet de l'Eure, est assassiné dans un train et la police court en vain après son assassin. Les journalistes font bien sûr la comparaison entre les deux crimes et n'oublient pas à combien, dans les deux cas, la police est inefficace. Parmi tous les articles parus en 1886 sur le sujet, il en est un dans le journal Le National qui retient mon attention. On y lit que l'opinion à l'époque se montra quelque peu crédule relativement à la culpabilité de Jude dans le meurtre de M. Poinçot. Qui avait raison, d'elle ou de la justice ? C'est ce qu'on n'a jamais su. Quant à la ridicule fable qui a trouvé place dans les prétendues mémoires de M. Claude, fable d'après laquelle Jude aurait été un espion prussien qui, en tuant M. Poinçot, dépositaire de secrets pouvant nuire à l'Allemagne, aurait obéi à une consigne, elle ne mérite même pas d'être discutée. Et pourtant, vous l'avez aimé, cette histoire du chef de la sûreté courant en sus au danger et enfermé dans une caverne par d'infâmes officiers prussiens. C'est une bonne histoire, et moi, j'aime les bonnes histoires. Alors, à vous de faire la part des choses entre légende et réalité. Pour en finir sur une autre légende, on raconte, du côté de l'Alsace, que l'insaisissable Jude aurait inspiré Pierre Souvestre et Marcel Alain, créateurs de Fantomas. Je ne sais d'où vient cette affirmation. Le livre de l'historien Dominique Khalifa intitulé « L'encre et le sang » est consacré aux faits divers du XIXe siècle et à la littérature qu'ils ont engendrée. Il y est plusieurs fois question de Charles Jude et de Fantomas sans qu'il soit jamais fait de lien entre les deux. Donc si vous avez autre chose qu'une supposition sur le sujet, je suis preneuse. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. C'est une bonne façon de soutenir la chaîne avant qu'elle ne devienne, elle aussi, une légende. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant.
À bientôt sur Toutoui.